Qu'est-ce que tu fais? Je cherche une œuvre qui pourrait m'en apprendre plus sur le signal. T'es vraiment devenu accro au signal, toi. Quand je suis connecté, tout prend du sens. J'ai l'impression de me battre pour le bien commun. Ça me rappelle ma jeunesse. Pourquoi c'est aussi important pour toi de te reconnecter au signal? Je sais pas, j'ai l'impression que la vie, que l'univers n'a du sens que si je suis connecté au signal. Sans ça, rien n'est important. Je suis désolé. Pourquoi tu t'excuses? Bah, si je t'avais pas reconnecté, on n'en serait pas là. Qui sait à quoi ressemblerait ta vie? Pour un dieu immortel qui a des millions d'années, je te trouve sentimental. Parce que tu sais peut-être comment un dieu doit se comporter? Le doute, c'est pour les mortels. Aucune entité n'est parfaite. Les dieux du signal ont aussi le droit de douter. Au début, je pensais qu'écrire la saga Gaïa serait suffisant. Mais je vois bien qu'il t'en faut plus. Tu sais, j'ai parlé avec une amie il y a quelques jours. Elle m'a fait me souvenir de comment j'étais quand j'étais enfant. Je me croyais capable de tout. Je croyais que tout était possible. Qu'avec la volonté, on pouvait atteindre tous ses objectifs. Puis je suis mort sur ce banc, et Shogun m'a sauvé. Quand la mort m'a embrassé, je n'avais pas de regrets. Je me suis dit que j'avais fait de mon mieux. N'en parle pas souvent de cette histoire. Au début, j'avais peur du signal, de vous, les immortels. J'étais complètement à votre merci. Puis, je ne sais plus trop comment, mais vous avez arrêté de représenter une menace pour moi. Vous avez décelé mon potentiel et l'avez mis au travail. Puis t'en as eu marre et on a conclu un accord. On devait te laisser tranquille. Oui, en échange d'un plan pour affronter Grey. Tu vois, c'est pour ça que je m'excusais tout à l'heure. C'est moi qui suis revenu te connecter, alors que t'avais rien demandé. C'est vrai, mais grâce à cette connexion, je me suis rappelé de tout ce que j'avais fait et traversé. Au prix de ta liberté. C'est vrai, mais je ne vous en veux pas, à toi et aux immortels. Je suis le stratège, et je le serai à jamais. Qu'est-ce que t'aimerais savoir sur le signal? J'aimerais savoir comment l'activer. Hmm, il faut qu'une énergie le stimule, ou une forte pression psychologique. Mais beaucoup se sont perdus dans le signal. On ne veut pas que ça t'arrive. Ça, c'est mon problème. Je veux que vous me reconnectiez. Ça va prendre du temps, vu que tu ne consommes plus de cannabis et que les dignitaires de ta planète s'y opposent. Mais on va essayer. Parfait. En attendant, moi, je vais continuer mes reviews. À l'aise. Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rager. On se retrouve aujourd'hui pour continuer la lecture du livre Vers les étoiles Skyward 1 de Brandon Sanderson. Alors du coup, je sais que vous vous attendiez à du One Piece. Désolé de ne pas faire du One Piece, mais j'avais pas la tête à lire One Piece, pour être honnête. J'avais un peu flemme de One Piece. Et du coup, en réfléchissant à la prochaine œuvre que j'allais traiter, je me suis dit qu'il fallait que je continue une œuvre que j'avais commencée, parce que j'ai commencé beaucoup d'œuvres, hein. Il y a aussi Meiro Ito, il y a Naruto, il y a One Piece, il y a d'autres mangas que j'ai envie de faire, il y en a plein. En fait, et j'essaie de trouver un rythme de vidéo et de production qui me permettra de traiter au plus vite toutes ces œuvres-là que j'ai envie de traiter. Donc je tenais à vous dire aussi en début de vidéo, n'oubliez pas le like, n'oubliez pas de vous abonner, partagez la vidéo si vous voulez faire connaître l'œuvre, parce que je pense vraiment que Skyward c'est une œuvre qui mérite d'être connue et d'être adaptée en série ou en film. Et du coup on va continuer de lire les aventures de Spensa et on va voir ce que nous réserve la suite de l'histoire, s'il va y avoir d'autres morts, s'il va y avoir d'autres batailles. Dans le résumé du livre, c'était dit les combats aériens de Brandon Sanderson sont magistraux. Alors j'avoue que les combats qu'on a vus jusqu'ici, les scènes d'action, j'avoue que c'est assez stylé. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il va y avoir des combats au sol? Parce que je me pose la question là, ça vient juste de me frapper à l'esprit. Du coup, je rappelle que dans le concept de ces reviews, c'est que je lis un chapitre et je reviens faire la review, puis je lis un autre chapitre, puis je reviens faire la review. Donc vous, de votre côté, si vous avez envie de apprécier au maximum cette vidéo, il faut lire le chapitre avant quand moi je lis quand vous voyez le petit message apparaître, lecture du chapitre Intel, numéro 25 milliards 775 millions 775 milliards, merde, je me suis perdu. Bref,
Et donc du coup, je lis chapitre par chapitre, je fais les reviews, et vous de votre côté, bah, vous lisez le chapitre, et vous venez regarder la review, puis vous relisez le chapitre, puis vous revenez regarder la review. Et moi, j'avoue que j'aime bien ce concept en réalité. Ça me permet d'apprécier les œuvres un peu mieux, parce que genre ça me permet d'en parler. Je pensais à un moment rejoindre un club de lecture, mais j'ai pas assez je suis pas assez actif en termes de lecture pour le moment. Donc du coup, j'ai peur de pas être à la hauteur du club de lecture. Donc du coup, je fais ça dans mon coin. Et voilà. Je rappelle que Spensa, je trouve que c'est un personnage intéressant. Je veux dire, elle a été matrixée par sa grand-mère en mode faut vivre sa vie comme un guerrier, comme une guerrière, genre des grands conquérants. Alors, je sais plus comment ils s'appellent, pour être honnête, j'ai pas retenu. Des gens qui allaient en histoire auraient repéré les références historiques de Brandon Sanderson. Mais du coup, ça fait qu'elle a un peu un prisme de vision qui est pas en accord avec la réalité des autres. Je veux dire, en fait, elle a grandi un peu à l'écart parce qu'elle était un peu spéciale. Et du coup, elle s'est fait comme amie Rig. Et Rig, elle l'a toujours embarqué dans ses délires. Jusqu'à ce qu'il y ait l'école de pilotage qui les accueille. Et que Rig comprenne qu'en réalité, c'était pas ses ambitions à lui d'être pilote. Et qu'il voulait faire autre chose. Ça me fait me poser la question, qu'est-ce que Rig va devenir? J'en ai déjà parlé dans les autres reviews. Mais Rig, moi je le vois bien devenir un peu le mécano de Spensa. Parce que là, pour le moment, c'est ce qu'il est en réalité, hein. Là où on est au chapitre 25. Hein, on a lu le chapitre 25. Je vais en faire un résumé juste après. Mais Rig, alors j'ai oublié son vrai prénom en entier, mais je trouve que ça pourrait être intéressant que ce soit un peu le soutien de Spensa, c'est-à-dire que Spensa elle fasse les batailles dans l'espace avec son vaisseau, et que Rig il arrive derrière, mécano, et qu'il lui dise ouais t'as trop poussé sur le congrave, ton gravitium il marche plus, enfin j'ai oublié tous les termes hein, pour être honnête, ça fait un moment que j'ai pas lu Skyward. Et ensuite, j'avoue que je me posais des questions sur le destin de Jürgen, donc je sais tout. C'est-à-dire le chef d'escadrille de Spensa, je me demandais si en réalité je me suis posé la question, est-ce qu'il va pas mourir? Alors, parce que en gros pour le moment, en fait, c'est jusqu'à un certain point, jusqu'à la première bataille de l'escadron de Spensa, moi je pensais qu'on allait passer beaucoup de temps à l'école de pilotage et qu'on n'allait pas avoir de bataille avant, je veux dire, le trois quarts du livre, c'est-à-dire que c'est beaucoup de théorie, beaucoup de mise en situation, beaucoup de présentation de l'univers. Je m'attendais plus à ça, mais Brandon Sanderson, il n'a pas perdu son temps. Il est caché à la bataille, il est caché à l'essentiel. Et je trouve à la fois ça bien, parce que du coup, l'action c'est cool, et je trouve ça dommage, parce que du coup, les personnages, ils n'ont pas été développés avant de mourir. Et donc, du coup, je me demande si, en gros, il essaie pas de nous dire un peu dans ce qui s'est passé pour, comment il s'appelait déjà, pour ceux qui sont morts, hein, que j'ai oublié, bien évidemment. Celui qui était type asiatique et une fille, je crois que peut-être marée haute, je suis plus sûr. Mais du coup, j'avoue que je me demande s'il n'est pas en train de mettre une épée de Damoclès au-dessus de la tête de chaque personnage et que chaque personnage sera peut-être amené à mourir. La question que je me posais aussi, c'est est-ce qu'il n'y aura pas une sorte de rébellion pacifiste de la part des opposants, parce que j'ai oublié comment est-ce qu'il se faisait appeler, mais il y a un groupe d'individus qui est contre le fait que les régents actuels, les dirigeants actuels de Détritus, soient en mode vive les pilotes, faut tout faire pour avoir des pilotes, envoyer les jeunes au combat. Ils sont un peu contre ça. Donc du coup, je me demande s'il ne va pas y avoir des enjeux politiques, des révélations faites sur les circonstances de la mort du père de Spensa. Beaucoup de choses que ce livre peut nous raconter. On est au chapitre 25. J'avais regardé tout à l'heure, ouais, chapitre 25. On est à la moitié du livre, pour être honnête. On est à la moitié du livre, hein. Là je le vois bien sur... enfin, on est à 40% du livre. Et donc du coup, voilà, beaucoup d'histoires qui vont nous être racontées, beaucoup de choses qui vont nous être présentées, beaucoup de batailles sûrement qui va y avoir lieu. Ensuite, le mystère qui entoure les Krells, c'est pourquoi est-ce qu'ils attaquent l'humanité, pourquoi est-ce qu'ils veulent éradiquer l'humanité. Et donc du coup, voilà. Donc sur ce, on va commencer la lecture des chapitres, hein. Je vais arrêter les préambules. Juste le petit résumé de ce qui s'était passé la dernière fois. Alors Spensa, elle avait frappé Je sais tout. Donc elle était partie voir la directrice pour dire ouais, je l'ai frappé, mais Jürgen il était déjà parti voir la directrice. Il n'a pas révélé qu'il s'était fait attaquer, il a plutôt dit ouais c'est ma faute, c'est moi qui ai été un mauvais chef, j'aurais pas dû te mettre dans une position parce que Jürgen il avait révélé que Spensa, son père c'était un traître. Et donc du coup il s'est excusé de ça, il a dit qu'en gros il devait pas pousser devant lui son équipe, il devait la tirer derrière lui, il devait avancer pour l'équipe et faire avancer l'équipe. Et du coup j'avoue que Spensa quand il disait qu'il était honorable,
Bah, moi aussi, j'ai trouvé ça que c'était un peu classe quand même de la part de Jürgen, c'est-à-dire qu'il en a pris un peu pour son galon, pour ses galons, pour son grade, mais en même temps, il a été assez mature et assez sage pour se dire non, mais en fait, c'est ma faute, c'est moi qui étais un mauvais chef. Donc voilà. Donc sur ce, on va continuer. Faut pas oublier le M-Bot, hein, le vaisseau que Spence a découvert avec l'intelligence artificielle, qui est aussi rempli de mystères. Donc il y a de fortes chances pour qu'il y ait, comme je le disais dans ma review précédente, qu'il y ait d'autres planètes sur lesquelles se sont réfugiés d'autres vaisseaux, et donc qu'il y ait d'autres civilisations, et donc qu'il y ait des crêles un peu. Il y a un côté, ça peut faire un côté space opéra. Mais je trouve ça bien en fait en réalité que ça se concentre sur l'humanité parce que du coup ça fait vraiment une belle allégorie de la vie en réalité ce côté élitisme avec les pilotes on le retrouve dans les sociétés occidentales et même dans toutes les sociétés du monde qui vont faire de l'élitisme. Tout le monde fait de l'élitisme et du culte de la personnalité à son échelle. Et donc, du coup, j'avoue que cette métaphore de la société, je l'apprécie beaucoup. Comme quoi, on vit tous un peu cachés, parce qu'on se dévoile pas vraiment à 100%, qu'on cherche à avoir une réussite sociale, professionnelle, et qu'on cherche la lumière des projecteurs. Alors, je dis pas que tout le monde est comme ça, mais il y en a beaucoup qui sont comme ça, et je pense que beaucoup l'ont été à une période de leur vie avant d'arrêter de l'être en grandissant. Et donc, du coup, allez, let's go. J'ai fait assez d'introduction. On va lire le chapitre 25 de Skyward, tome 1, et on se retrouve tout de suite derrière pour vous en faire la review. A tout de suite. Ok, chapitre 25 lu, donc un chapitre assez consistant. Je l'ai trouvé un peu long pour être honnête. J'avais l'impression qu'à chaque fois que je tournais une page pour lire la suite, ça allait jamais se terminer. J'avoue que je l'ai bien aimé. Donc du coup, le chapitre commence. Spencer monte dans son poco, dans son vaisseau, avec son escadrille pour aller faire des exercices. Donc l'exercice c'est simple, hein, des débris tombent du ciel. Il y a des vaisseaux de la FDR qui sont positionnés au cas où s'il y a une attaque des Krell. Et du coup, les Spencer et son équipe doivent juste baliser, marquer d'une balise radio les débris les plus gros, afin qu'ils soient récupérés par la FDR pour permettre de construire des vaisseaux. Donc la FDR récupère les débris, parce que du coup, dans ce chapitre, on apprend que dans le champ de débris qui entoure Détritus, il y a des structures, des mécanismes qui sont du coup en orbite autour de la planète. Et des fois, il y en a qui tombent, il y en a qui tombent sur la planète, et donc du coup, la FDR les récupère, et il y a des anneaux d'élévation, il doit y avoir d'autres matériaux un peu plus techniques que l'auteur ne nous a pas encore présenté, qui permettent du coup, avec ces débris, de récupérer de faire des vaisseaux, de récupérer des anneaux d'élévation. Apparemment, c'est ça qui est le plus rare et le plus compliqué à avoir. Je peux te souvenir que ça avait été dit dans un chapitre que les anneaux d'élévation c'était quelque chose de très compliqué et donc du coup qu'un vaisseau c'était quelque chose de très important. Justement, ça me rappelle qu'au début, pendant que je lisais, ça m'a rappelé qu'au début, Cobb, le formateur de Spencer, avait dit que si jamais ils étaient en danger de mort, tout ce qu'ils avaient à faire c'était s'éjecter du vaisseau parce que il n'y a rien de plus important que de rester en vie. Le vaisseau c'est bien, mais la vie c'est mieux. Et donc du coup, ils font leur exercice, hein, chacun leur tour, ils s'alternent, ils choisissent un débris, ils le poursuivent, ils le marquent, ils partent. Et ensuite de ça, au bout d'un moment, Spencer, elle est en train de divaguer, elle est en train de parler à M-Bot. D'ailleurs, dans ce chapitre, M-Bot, il explique qu'il pourrait analyser les schémas d'attaque des ennemis s'il avait accès à plus d'informations. Donc du coup, Spencer lui explique qu'ils ont des vidéos de la bataille. Et donc du coup, M-Bot, il fait ses affaires et il se connecte au réseau de la FDR. Je sais pas trop comment expliquer. Mais il se connecte au réseau de surveillance par caméra de la FDR. Et donc du coup, il arrive à analyser le schéma d'attaque des Krell. Et du coup, justement, bah, les Krell rendent une petite visite à Spencer et à l'escadrille de la FDR. Tout simplement parce que, en fait, dans la chute de débris qui a lieu, au bout d'un moment, il y a un énorme cube métallique qui tombe. En fait, et donc du coup, les Krell, ils sont venus pour le protéger, en fait. Ils veulent pas que la FDR s'empare de la technologie qui est présente dans ce cube métallique. Donc maintenant, la question à savoir, c'est est-ce que ce cube métallique, il est d'origine Krell ou est-ce qu'il était d'origine humaine et les Krell l'ont récupéré pour créer leur vaisseau? Voilà, donc avec la récupération de ce cube métallique, la FDR prendrait peut-être un avantage certain sur les Krell. Et donc du coup, c'est important que les Krell le protègent.
Mais ce que disait Cobb au début du chapitre, c'est qu'il y a une trentaine de vaisseaux. Il y a une trentaine de vaisseaux Krell qui attaquent. C'est pas toute la marde Krell qui est présente. Donc la question que je commence à me poser, c'est est-ce que par hasard les Krell ils seraient pas déjà en orbite autour de la planète? Je commence un peu à réfléchir à ça, à ce schéma-là. Je me dis ok, mais les Krell comment ils s'y prennent? Et un bot qui analyse les schémas de bataille va peut-être nous apporter des réponses sur les intentions des Krell, les objectifs des Krell et où sont les Krell en attendant. Et là, la question que je me suis posée pendant que j'étais en train de vous faire la review, c'est pourquoi est-ce que la FDR ne va pas directement dans l'espace pour récupérer les anneaux d'élévation? Tout simplement, peut-être parce qu'ils n'ont pas la technologie pour aller dans l'espace. Euh, Aller dans l'espace et voler sur une planète, c'est pas pareil. Je veux dire, c'est pas Star Wars. Dans l'espace, on peut pas faire des manœuvres avec le vent et il faudrait des propulseurs un peu partout pour faire des manœuvres qui ressemblent à des manœuvres aériennes. Et donc du coup, j'avoue que du coup, je me suis posé la question, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'ils vont pas directement dans l'espace pour récupérer tout ça? Bah peut-être parce que les Krell, ils sont en train de leur faire un blocus et que la FDR, elle a pas d'autre choix que de lutter contre l'invasion des Krell parce qu'en fait, elle est déjà emprisonnée par les Krell. Et pour s'en sortir, il faudrait un miracle. Et peut-être que la bataille pour la FDR est déjà perdue. C'est juste que pour faire honneur aux morts et pour faire honneur à la race humaine, la générale Ironside ne veut pas abandonner le combat. Voilà, donc du coup, Spencer d'un coup est poursuivi par un Krell, alors elle se retrouve avec Quick, avec Kimalin et avec Ned. Donc ils foncent, en gros, Cobb leur dit quitter le terrain, Jürgen il réunit l'équipe, il dit ok les gars on part par là, mais au bout d'un moment il y a un gros débris qui tombe au milieu, il y a une partie qui esquive sur la gauche, une partie qui esquive sur la droite, je sais plus de quel côté Spencer a esquivé, mais je crois que c'est la droite, de toute façon j'ai une chance sur deux. Et donc du coup elle se retrouve avec Nether et avec Kimalin. Et du coup, Spencer est pris en chasse par un vaisseau Krell. Elle fait une manœuvre pour sortir de sa ligne de mire. Elle utilise son IMI pour désactiver le bouclier du vaisseau Krell. Et Kemaline l'achève avec un tir judicieusement placé. Victoire sur ce vaisseau Krell. Bon, c'était un V3, mais ensuite Ned arrive à la rescousse et d'autres vaisseaux Krell poursuivent deux autres vaisseaux. Et Ned, il est là en mode bon les gars, moi j'ai un truc à faire, je suis désolé, je vous laisse. Et il poursuit les six vaisseaux Krell qui s'en prennent à deux vaisseaux de la FDR qui sont bleus, qui appartiennent à un autre escadrille, Tempête Bleu Nocturne, je crois que c'est ça le nom. Et donc du coup, Ned, il veut les aider. Et je crois me souvenir qu'il y avait un des personnages de l'escadrille de Spencer qui avait des frères qui étaient pilotes. Et donc du coup, je me demande si du coup Ned, il est pas en train d'essayer d'aller sauver ses frères. Voilà, donc le chapitre se termine, Kimaline, enfin les vaisseaux qui sont poursuivis, les vaisseaux bleus qui sont poursuivis par les vaisseaux Krell que Ned veut aider, s'enfoncent dans la structure métallique pour échapper à leurs poursuivants. Ned les poursuit et Spencer poursuit aussi. Et donc du coup, j'avoue que là, j'ai un truc à te dire, voilà, maintenant que j'ai résumé le chapitre en entier. Je trouve que ça a été mal amené cette attaque des Krell. Je crois que c'est la première fois depuis que je lis le livre que j'ai vraiment cette sensation. En fait, au début, c'est quelque chose d'assez routinier. C'est posé, ça nous explique, voilà, on voit la formation, on récupère des débris pour faire des vaisseaux, patati patata. Oui, c'est la vie de la FDR, voilà, vous inquiétez pas, il y aura pas de vaisseau Krell. Et d'un coup, Spencer il voit des Krell. Et je trouve que niveau écriture, la transition entre le passage calme, c'est-à-dire c'est calme, on est posé, on balise des débris pour qu'ils soient récupérés plus tard par les récupérateurs pour refaire plus de vaisseaux. Et d'un coup, il y a les Krell qui attaquent et du coup, j'ai pas ressenti la tension en fait qui montait. Genre en mode, oh mon dieu, les Krell sont là, tu vois. Genre, j'ai pas ressenti ça quand j'ai lu le chapitre. Limite, c'est comme si Spencer il était là en mode, ah, il y a des Krell. Et du coup, la transition entre la partie calme de l'exercice, de la formation que Cobb avait prévue pour l'escadrille vers les étoiles et l'aspect bataille, la transition vers la bataille, je trouve qu'elle a mal été gérée et que voilà, donc du coup, je trouve que ça a été mal amené. Voilà, par contre, j'avoue que, bon, je disais au début de la vidéo, dans le synopsis, les mecs ils disaient que les combats aériens de Brandon Sanderson étaient magistraux. Moi, je trouve qu'ils sont bien écrits, pour être honnête. Je trouve que c'est assez fluide, on comprend ce qui se passe dans les grosses lignes. Donc, du coup, on peut s'imaginer les scènes.
mais c'est pas non plus des trucs de ouf, hein. Je veux dire, là, ça fait un peu de 2 fois qui sont à 40 contre un seul vaisseau Krell. Bon, là, c'était un peu plus compliqué parce que Spencer était dans une situation un peu plus désespérée. Elle a su utiliser à son avantage Quick, et ça, je l'ai pas noté. Mais dans ce chapitre-là, Spencer évoque le fait qu'elle trouve ça dommage, que Kimberly doive suivre les mêmes règles que les autres pilotes. Elle serait plus utile utilisée d'une autre manière. Et si on sait comment est-ce que les Krell vont réagir à cette stratégie mise en place avec Quick, c'est-à-dire on met Quick à longue distance pour qu'elle fasse plein de tirs à longue distance et on la couvre pour la permettre d'abattre le maximum de vaisseaux Krell. Voilà, il commence à avoir des idées de stratégie et Cobb, il la calme, il fait non, bon, la petite laisse la stratégie aux amiraux. Et j'avoue que c'est vrai qu'un peu ce côté Kimalin n'est pas utilisé à sa juste valeur. J'avoue que je trouve ça intéressant que ce soit développé dans l'histoire en réalité, parce que c'est un peu, moi j'y vois encore une métaphore avec la société. La société qui veut te mettre dans une case, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses comme ci, il faut que tu fasses comme ça, il faut que tu aies ci, il faut que tu aies ça. Et alors que chacun, en fait, on est tous différents. On a tous des points forts et des faiblesses. Et donc, du coup, c'est pas à nous de nous adapter au système, c'est au système de s'adapter à nous pour refaire jaillir ce potentiel qui est enfui en chacun de nous. Voilà, c'est un peu la métaphore que je vois à travers le personnage de Kimalin. Ensuite, voilà, pas d'autres choses à dire sur ce chapitre. Je relis ma feuille. Oui, alors en gros, dans les analyses de Mbot, l'IA qui est dans le vaisseau Krell, enfin, excusez-moi, l'IA qui est dans le vaisseau que Spencer a trouvé, donc Mbot, il comprend que le gros cube métallique qui tombe, c'est une sorte de station qui permet de construire des vaisseaux. Donc du coup, les ressources qui sont à l'intérieur, elles doivent être très précieuses. Est-ce que les Krell, une fois que le cube se sera écrasé, est-ce qu'ils vont pas atomiser le cube? C'est la question que je me pose, pour dire en mode, non, non, vous récupérez pas cette technologie, elle est à nous. Voilà, donc du coup, la seule vraie hypothèse que j'ai concernant le prochain chapitre, c'est que Ned il soit parti aider ses frères, et c'est pour ça qu'il a pas écouté les ordres de Jorgen. Mais Spencer, elle avoue dans ce chapitre, elle dit non, mais moi aussi j'adore me battre et tout, hein, c'est trop cool le combat, mais il faut qu'on suive les ordres. Et Ned, il veut pas écouter, il veut juste aller sauver ces 2 vaisseaux qui sont pris en chasse par 6 vaisseaux Krell. Voilà, donc c'était l'arrivée du chapitre 25. Je vous avoue que là, c'était un peu consistant, hein, pour être honnête, c'était un gros chapitre, hein. Je ne sais pas combien de pages il a fait, mais j'avais l'impression de lire pendant un bon moment. Je crois que j'ai lu pendant 30 minutes. Et du coup, let's go, on va partir pour le chapitre 26 et je reviens tout de suite derrière pour vous en faire la review. À tout de suite. Ok, chapitre 26 lu, et je dois avouer que franchement je l'ai bien aimé. C'était assez stylé de la poursuite à travers la station qui est en train de chuter et les vaisseaux qui font des virages et tout, les 2 vaisseaux bleus qui essayent d'échapper au Krell, Ned qui essaye de les rattraper, Spencer qui est la voix de la raison dans ce chapitre. Donc du coup, une grosse poursuite à travers la station en chute, c'était vraiment bien écrit. Franchement, j'ai pas mal kiffé, je visualisais toute la scène. Alors les vaisseaux, je les imagine un peu comme ça a été montré dans une des images, au bout d'un moment dans le livre, il y a des images de vaisseaux. J'imagine les vaisseaux comme ils m'ont été montrés, mais j'ai bien imaginé la poursuite, les chutes, les barres d'échafaudage, et je trouve ça assez stylé. Du coup, pendant la poursuite, Ned, il est là en mode il faut les rattraper, il faut qu'on se rapproche d'eux, il faut qu'on désactive leurs boucliers. Ils essaient de leur tirer dessus, mais les boucliers des Krell, ils absorbent les tirs. Un vaisseau bleu se fait abattre. Du coup, Spencer commence à se dire non, mais là il nous reste plus assez de temps, il faut qu'on s'échappe. Donc elle arrête Ned avec une luminance en prenant le risque de faire percuter son vaisseau. Puis elle lui dit non, mais là il faut qu'on se casse parce que sinon on va crever. Et du coup ils partent. Ned l'insulte de lâche. Elle le prend mal, mais avant de répondre, je sais plus trop ce qui se passe, mais avant qu'elle lui réponde, Mbot lui dit ouais, vous voulez sortir ou pas? Donc du coup, ils écoutent Mbot, alors Spencer il trouve un moyen de sortir de la station au dernier moment, avant qu'elle s'écrase complètement, elle réussit à s'échapper, ils vont à Mach 10, les congraves qui permettent d'absorber les forces G se désactivent, et donc du coup ils en prennent plein la figure, mais ils réussissent à s'échapper, toute l'escadrille est saine et sauve, ils rentrent au bercail,
Alors Jürgen, il va voir Spencer, il est là en mode «Oh Spencer, qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Je sais très bien que t'es téméraire, mais là t'es allé trop loin.» Puis il dit «Non, c'est pas moi qui ai décidé d'y aller, c'est Ned. Et moi j'ai décidé de le suivre, t'aurais préféré que je l'abandonne.» Et du coup, à la fin du chapitre, on apprend que oui, bah, les deux vaisseaux que Ned essayait de sauver, c'était bel et bien les vaisseaux de ses frères. Et donc du coup, j'avoue que je suis assez triste pour lui. Il a perdu ses frères, la guerre c'est jamais bien la guerre, hein. C'est un peu la morale de ce chapitre, hein. Dans la guerre, il y a pas de gagnants, il y a que des perdants. Et donc du coup, j'avoue que voilà, ça met un peu la pression. Ce dont je parlais au début de cette review, cette épée de Damoclès qui est en fait pas présente seulement au-dessus des personnages qui nous sont présentés, mais au-dessus de chaque pilote qu'on va rencontrer. Et donc du coup, il y a un petit côté qui a été pris en compte, c'est que la radio des cadets n'est pas connectée à la radio des pilotes aguerris. Et donc du coup, Ned, il a même pas pu parler avec ses frères une dernière fois. Tout ce qu'il a pu faire, c'est être impuissant face à la mort de ses frères. Et du coup, bah putain, je compatis avec lui, hein. S'il m'arrivait le même genre d'histoire, que j'apprenais qu'un de mes frères, il était en danger de mort et que je pouvais rien faire pour le sauver, et que j'aurais beau essayer de le faire, j'y arriverais pas, ça me détruirait pour être honnête. Donc j'avoue que là, c'est quelque chose d'assez lourd à porter pour le personnage de Ned. Voir ensuite comment est-ce que ça va le faire évoluer, c'est ça aussi qui est important. C'est du coup ses frères sont morts, est-ce qu'il va développer une sorte de haine infâme et toute puissante face au Krell, et qui sera là en mode non mais faut tuer du Krell, faut tuer du Krell, faut tuer du Krell. Est-ce que ça va engendrer un cycle de haine? Du coup, voilà, c'est tout ce que j'ai noté. Alors, faut dire que c'était un chapitre un peu plus, comment dire, moins consistant que le chapitre 25, dans le sens où, du coup, il y a quand même eu pas mal de choses qui se sont passées, mais pas beaucoup de choses sur lesquelles on peut réagir. En fait, c'était un peu plus spectacle que le chapitre 25. Le chapitre 25, il était vraiment en mode discussion. La seule chose qu'on peut noter, c'est que les Krell, ils ont bel et bien cherché à détruire la structure métallique qui est tombée, donc la station de construction de vaisseaux qu'était ce cube métallique. Mais la question qu'il faut se poser maintenant, c'est comme Spencer le souligne, et c'est pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas fait quand le truc il était en orbite. Et donc du coup, ça souligne le fait que maintenant, moi, je me pose la question, parce que c'est un truc, c'est un truc, Spencer, elle est sur une autre planète des détritus, un vaisseau mère a amené le peuple actuel de la planète des détritus sur la planète. Il y a des vaisseaux qui permettent de faire des combats aériens, mais comment est-ce que ça se passe dans l'espace? C'est la question que je me pose. Comment est-ce que l'auteur il va nous dire, et dans l'espace, ça marche comme ça? Est-ce que les vaisseaux de combat qui sont envoyés sur la planète ne sont opérationnels que sur la planète parce qu'il y a une atmosphère? Là, je commence à me poser des questions. Est-ce il va faire un peu de hard science? Dans le sens où oui, mais dans l'espace, les vaisseaux comme ça marcherait pas. Voilà, bref. Du coup, j'ai pas noté beaucoup de points. Je tiens juste à dire que c'est un chapitre que j'ai pas mal apprécié, pour être honnête. Je l'ai bien aimé, j'ai bien aimé le lire. C'était assez stylé, comme je vous l'ai dit, je le répète, mais la poursuite dans le tunnel était assez stylée. En plus, on y croit jusqu'au bout, en fait. C'est ça qui est stylé, c'est qu'on on y croit qu'ils vont réussir à les sauver, les vaisseaux. Mais non, mais non. Ils n'ont pas réussi à sauver les frères de Ned. Et donc, du coup, comme je vous le disais, voir comment ça va faire évoluer le personnage de Ned. Est-ce qu'il va être démoralisé pour devenir pilote et abandonner son rêve, ou est-ce qu'au contraire, ça va lui donner de la rage et encore plus envie de tuer du Krell? Voilà, de l'autre côté, Spencer, au cours de ce chapitre-là, vous savez, j'en avais pas parlé en début de cette vidéo, mais après la première partie du livre, la FDR a décidé de placer des analyses, des capteurs sur le cerveau de Spencer pour analyser son activité cérébrale, pour détecter si elle avait en elle une sorte de gène du lâche ou pas. Et du coup, Spencer, au bout d'un moment, elle est là, elle commence à entendre des voix, je crois qu'elle dit détonner, virage, enfin elle dit quelques trucs, hein, j'ai pas noté les mots, peut-être que j'aurais dû les noter d'ailleurs. Et du coup, elle commence à entendre des voix, elle le dit elle-même, elle était à la fois là et pas là. Elle était tellement concentrée sur sa tâche qu'elle a fini par quitter la réalité. C'est ce qu'elle dit, je crois. Elle s'est perdue dans l'irréel. Et du coup, reste à savoir ce que c'est exactement ce phénomène qui se produit, parce que c'est pas la première fois dans le livre qu'on en parle. Elle a déjà eu des visualisations assez puissantes, des images assez puissantes dans son esprit, Spencer, quand elle s'imaginait piloter, par exemple, hein, quand elle s'imaginait vers les étoiles, elle sentait comme une connexion. Et donc, du coup, qu'est-ce que c'est exactement que cette particularité que la FDR soupçonne Spencer d'avoir? Voilà, donc beaucoup de questions encore qui n'ont pas encore de réponse.
M-Bot qui a su montrer son efficacité dans ce chapitre, hein. Je veux dire, M-Bot, c'est un atout très, très important pour Spencer. Je commence même à me dire qu'elle devrait peut-être révéler à la FDR, bon écoutez les gars, j'ai découvert une intelligence artificielle qui est beaucoup plus avancée que nos technologies actuelles et je vais la mettre au service de la FDR. Mais reste à voir aussi comment ça va se passer les relations entre Ironside et Spencer. Est-ce que Ironside elle va pas s'acharner encore plus sur Spencer en mode ouais, t'as aidé Ned, ouais, t'as fait ci, ouais, t'as fait ça, t'es pas fait pour être pilote, je te veux pas, patati patata. Comment est-ce que tout ça va évoluer? Bah, on le saura en lisant plus de chapitres. Et donc sans plus attendre, on va lire le chapitre 27 et je vous retrouve tout de suite derrière pour vous en faire la review. A tout de suite. Ok, chapitre 27 lu. Alors du coup, je l'ai bien aimé ce chapitre. Alors c'est un chapitre de transition dans le sens où c'est post-bataille. En fait, ça reprend tout de suite derrière la bataille. Spencer explique que Ned n'est pas venu le lendemain, le surlendemain et tout le reste de la semaine. Donc du coup, ils sont occupés avec leur simulation à faire des manœuvres et des exercices. Et du coup, Spencer parle avec Mbot, demande à Mbot s'il aurait pu faire quelque chose pour faire la différence, s'ils auraient pu se coordonner avec les deux vaisseaux pour sauver. Un peu plus tard dans le chapitre, Spencer, non, dans l'ordre chronologique, Cobb, le chef de formation de l'escadrille de Spencer, décide de leur faire quelques révélations sur les Krell. Alors déjà, il explique que justement l'espace c'est dangereux parce qu'il y a une sorte de bouclier dans la ceinture de détritus qui entoure la planète détritus. Il y a une sorte de bouclier qui tire à vue sur les vaisseaux qui essaient de la traverser, que ce soit des vaisseaux Krell ou des vaisseaux humains. Et donc du coup, ça rend les voyages dans l'espace dangereux, c'est-à-dire que un peu l'humanité elle est un peu bloquée sur détritus. De cette certaine manière, la seule chose qu'elle peut faire pour survivre aux Krell, c'est repousser leurs attaques. Ensuite, il y a Arturo qui pose quand même beaucoup de questions sur qu'est-ce que c'est les Krell, pourquoi est-ce qu'ils font pas ci, pourquoi est-ce qu'ils font pas ça. Et Cobb, du coup, il leur dit, bon, attendez, je vais vous dire ce qu'on sait sur les Krell. Premier point qui est très important à noter, c'est que les Krell peuvent lire dans les esprits. Dans le sens où ils peuvent lire dans les esprits. Je sais pas comment, je sais pas comment plus développer ça que juste vous le dire. Et qu'il y a certaines personnes qui sont plus sensibles, plus sujettes à ce facteur. C'est-à-dire qu'il y a les Krell, il y a de fortes chances pour que, au cours des combats, les Krell puissent même utiliser ça à leur avantage. C'est-à-dire qu'ils lisent dans les esprits, ils savent ce que tu vas faire comme mouvement, et donc du coup ils t'anticipent. Ça fait que les Krell, ils sont un peu cheatés par rapport aux humains. Ensuite, Cobb, il révèle que quand Spencer demande qu'est-ce qu'ils sont exactement, Cobb, il leur montre une holophoto, une photo holographique d'un corps de Krell et une sorte d'armure qui m'a fait penser aux armures attends, c'est lequel déjà? De Halo. Moi, j'ai imaginé une armure de Halo, genre un peu carré, un peu robuste, avec une partie cramée, et il dit que la seule chose dont ils ont pu se rapprocher pour étudier les Krell, c'est ces armures-là. Mais ils n'ont jamais trouvé de corps. Et du coup, peut-être que les Krell n'ont pas de corps, peut-être que les Krell sont l'armure. Ensuite, comme il parle du fait qu'avant, il y avait certaines machines qui étaient capables de réfléchir par elles-mêmes, donc du coup, ça veut dire que les IA existaient avant la fuite sur Rebelle, donc le nom du vaisseau donné au vaisseau qui a réussi à s'abriter sur la planète Détritus, enfin à s'écraser, et d'où viennent les ancêtres des habitants de Détritus. Et donc du coup, il explique que la seule chose qu'on sait sur eux, en réalité, c'est qu'ils veulent nous exterminer. Mais il y a plein de détails techniques qui sont pas encore compris même par les chefs. Et du coup, dans les archives de la FDR, la seule chose qu'on peut trouver sur les Krell, c'est des théories extravagantes. Autre point à noter, c'est ensuite lorsque Spencer, après toutes ces révélations sur les Krell, elle est là en mode waouh, est-ce qu'on pourra dire tout ça à Ned quand il reviendra? Parce que comme en gros il explique que les informations qu'il leur donne, elles sont classifiées secrètes, mais lui c'est un premier citoyen, donc il peut les donner, il a une certaine marge de manœuvre, il peut se permettre de le faire. Mais ils doivent répéter ça à personne. Et du coup, Spencer il demande innocemment est-ce qu'on pourra dire ça à Ned? Et là, du coup, comme il explique que Ned ne reviendra pas, tout simplement parce que Ironside et les pontes de la FDR ont décidé qu'il s'était trop laissé influencer par ses émotions et que du coup, il n'avait pas l'étoffe d'un pilote et donc du coup, il a été viré de l'école de pilotage. Moi, la question que je me pose à ce niveau-là, c'est est-ce qu'on va pas entendre parler de Ned plus tard? En fait, après la lecture de ce chapitre-là, je vais finir de le résumer.
Ensuite, Spencer, du coup, elle parle avec Mbot, elle lui demande est-ce que t'es un Krell, parce qu'il commence un peu à paranoïer. Mbot, il lui dit non, je suis pas un Krell, voyons, c'est complètement fou. J'essaie de développer un programme qui va vous expliquer à quel point je suis mécontent. Et elle va pour retourner chez elle, et là, elle voit Kimaline, Quick, qui lui fait psst, psst, viens, tu veux du shit, tu veux du shit. Elle la suit, et elle atterrit dans le dortoir où elles ont préparé un lit de bonne fortune dans la salle, dans le, comment on appelle ça déjà? Dans le dortoir des filles, où le vaisseau où le lit de Mariotte avait été retiré. Du coup, elles ont mis des couettes à la place et elles ont fait semblant d'être malades pour pouvoir demander leur plateau en chambre afin de le partager avec Spencer. Et je trouve ça assez touchant, pour être honnête. Et donc, du coup, voilà, le chapitre se termine avec Spencer qui va dormir pour la première fois sous le toit de Alta. Tout à l'heure, je cherchais le nom de la station, je vous l'ai pas dit, mais je cherchais comment s'appelait l'école, là, le lieu où se trouvait Spencer, j'avais pas trouvé, bah, c'est Alta. Et donc, du coup, un petit moment de répit avec Spencer qui est au bord des larmes et qui dit une guerrière n'a pas le droit de pleurer. Et avec FM qui dit non, mais t'inquiète, hein, même les plus grands guerriers, ils ont besoin de repos et de pause au bout d'un moment. Voilà, donc un chapitre assez coloré, plein d'informations sur les crêtes. J'ai pas tout noté, pour être honnête. J'avoue que la seule chose que j'ai retenue, c'est qu'ils peuvent lire dans les pensées, qu'il y a une sorte d'anneau de protection autour de la planète Détritus qui empêche les entrées sur la planète et les sorties de la planète. Donc du coup, ça explique pourquoi est-ce que les Krell, ils attendent la chute de débris pour pénétrer dans l'atmosphère, parce que peut-être que les débris leur permettent d'échapper au radar de ces anciens boucliers qui sont encore en orbite autour de la planète. La question à se poser, c'est pendant combien de temps ces boucliers vont rester en orbite autour de la planète avant de tous s'écraser, de tous se désactiver et de permettre aux Krell du coup de faire une plus grosse invasion, plus costaud, avec plus de vaisseaux. Autre hypothèse qui a été donnée par Cobb, c'est que s'ils ont envoyé une centaine de vaisseaux maximum, c'est qu'ils ne peuvent coordonner qu'un certain nombre de vaisseaux. Ils ont peut-être une limite. Alors la question que je me pose, parce que du coup il n'y a que des armures, est-ce qu'il n'y aurait pas genre un Krell pour 100 vaisseaux? Par exemple, est-ce que un Krell réel, un corps de Krell, serait pas dans un poste de contrôle à distance, connecté avec une sorte de casque télépathique qui lui permet de coordonner le déplacement des vaisseaux sur le champ de bataille? Je suis en train de me demander s'il n'y a pas une sorte de poste de contrôle, en fait, où les Krell contrôlent à distance des armures qui leur permettent d'interagir avec les vaisseaux et de les piloter. Voilà, je me pose cette question. On verra peut-être ça plus tard au cours des chapitres suivants. On verra ça, on verra si cette hypothèse se concrétise. Et la seule chose que... Ah, je voulais dire un truc que Cobb a dit. Bah tant pis. Et ouais, oui, voilà, à la fin de ce chapitre, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que à la fin du livre, est-ce que Spencer, elle va pas réunir une équipe en parallèle de la FDR? C'est-à-dire que, en gros, elle a son vaisseau, Rig, il va devenir un mécanicien du tonnerre, genre en mode, ouais, je sais faire plein de vaisseaux super de ouf et tout, et ça va lui prendre du temps, bien évidemment, ou peut-être qu'il va réunir d'autres habitants et qui vont faire des vaisseaux avec justement ce groupe de rebelles, de rebelles pacifistes qui s'opposent à la hiérarchie de Ironside, et donc du coup... peut-être que Spencer va réunir, je sais pas, genre Ned, qui n'est plus un pilote, Rig, Kamaline, FM, Jürgen, peut-être qu'ils vont commencer à se battre en parallèle de la FDR, en mode, un peu comme dans One Piece, le Smart, quoi, genre en mode ils mettent leur démission, mais ils utilisent des vaisseaux qu'ils ont construits eux-mêmes. Et donc du coup, voilà, je me posais la question. Parce que du coup, la question qui se pose, c'est est-ce qu'au bout d'un moment, on va aller dans l'espace? Est-ce que au bout d'un moment, la bataille elle aura lieu en orbite autour de la planète Détritus, une sorte de bataille finale faite pour repousser les Krell? Parce qu'en gros, c'est dit dans le chapitre, je crois que c'est Arturo qui le dit, il dit que les Krell, ils sont en orbite autour de la planète et ils attendent juste les bons moments et les occasions qui se présentent à eux pour lancer des attaques. Mais il y a toujours cette question de pourquoi les Krell veulent exterminer l'humanité. Est-ce que c'est des machines qu'on fait des Terminators en mode oui, les humains, vous avez détruit la planète sur laquelle vous étiez, vous ne méritez que le même sort, on doit vous exterminer parce que vous n'avez pas voté écologiste lorsque vous aviez encore la démocratie. Enfin, je sais pas, là, j'improvise, j'ai fait une tentative de blague que même moi, ça m'a pas fait rire. Mais du coup, voilà, donc un chapitre que j'ai bien aimé, pour être honnête, ça m'a un peu posé, pour être honnête, c'est-à-dire un peu moins d'action, beaucoup d'informations quand même sur les Krell, d'un coup comme ça, distribué un peu en mode, oh bon, le scénario c'est ça. Mais en même temps, ça fait plaisir dans le sens où
bah, quand on lit une histoire, on a envie un peu de s'évader, et on a envie d'avoir justement un univers fantasmagorique, science-fictionnalytique, qui nous permet de nous évader. Et là, je trouve que ce chapitre-là, il est assez réussi. On oublie pendant un instant qu'il y a eu des drames dans le sens où, voilà, c'est-à-dire que, bah, en fait, la bataille continue. C'est un peu la morale à retenir un peu peut-être parce que Cobb, il était pour le fait que Ned ne soit plus pilote. Parce que justement, lui aussi, il pense que le fait qu'il se soit fait submerger par ses émotions et qu'il était trop malin pour la FDR fait qu'il n'aurait pas été heureux en tant que pilote. Après, Cobb, j'ai l'impression que ça lui plaît pas spécialement de former des jeunes qui seront envoyés à la mort pour ensuite former d'autres jeunes qui seront aussi envoyés à la mort. Ce cycle-là ne plaît pas à Cobb. Alors peut-être qu'il y a une histoire plus profonde entre Cobb et le père de Spencer, où justement, avant de l'abattre, il discutait de oui, mais est-ce qu'on doit vraiment faire la guerre contre les Krell? Est-ce qu'on ne devrait pas se rendre et leur donner ce qu'ils nous demandent, des personnes qui sont sujettes à ce que Spencer a? Voilà, je commence à faire des hypothèses. Et les Krell, en fait, ils cherchent pas à exterminer l'humanité, ils cherchent à récupérer les humains qui sont capables de faire comme eux, de se connecter aux pensées. Voilà, parce que Spencer elle a entendu des voix, alors peut-être que c'était la voix de Ned qu'elle entendait hein, quand elle faisait la poursuite dans la station en chute. Et donc du coup, voilà, chapitre qui était très intéressant à lire. Ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a posé. Je trouve que ça fait une bonne transition justement entre la bataille qu'il y a eu avec la station, ça pose un peu le jeu. Et justement, à la fin, ce petit côté touchant de Kimaline et FM qui font en sorte de pouvoir inviter Spencer à passer une soirée avec elle, je trouve ça assez stylé, assez touchant. Ça me fait m'attacher à ce personnage. FM après se dévoile pas trop face à Spencer, mais peut-être qu'elle est un peu réservée, donc je sais pas. Voilà, voilà, voilà. Du coup, là, je suis assez chaud pour continuer à lire le chapitre 28. Je vous cache pas que là, je suis en train de kiffer ma session de lecture. Ça faisait longtemps que j'avais pas kiffé comme ça, pour être honnête. Et donc, du coup, let's go. Je vais vous lire le chapitre 28 et je reviens tout de suite derrière pour vous en faire la review. À tout de suite. Ok, chapitre 28 lu. Alors on est encore dans une phase de transition. En fait, c'est le genre de chapitre auquel je m'attendais au début de cette série de reviews. En fait, quand j'ai commencé à lire Skyward vers les étoiles et que Spencer a rejoint l'école des pilotes, je me suis dit, ah, on va avoir des moments school life, slice of life, où on voit un peu le quotidien des cadets, autre que juste piloter des vaisseaux et faire des batailles. Et j'avais peur qu'on n'y ait pas droit, mais du coup, ce chapitre nous fait passer une soirée avec les filles, avec Kimaline, avec FM, avec Hula Hoop. Du coup, ça permet à ces personnages-là d'un peu plus s'imprégner dans notre esprit. Kimaline, elle a déjà été beaucoup développée. Du coup, ça parle beaucoup des émotions dans ce chapitre. Moi, j'ai fait un parallèle avec l'adolescence concernant ce chapitre, dans le sens où ça parle de la peur. Dans ce chapitre, Spencer, elle avoue à Kimaline, et à FM et à Hula Hoop que parfois elle a peur et que du coup, ils étaient en train de divaguer sur des formations de vaisseaux. Et elle réfléchissait à comment optimiser leur performance, histoire de faire une formation plus efficace afin d'affronter les Krell et dessiner sur un cahier des manœuvres auxquelles elle donnait des noms astronomiques, un peu pour déconner. Et du coup, dans ce chapitre, on apprend qu'en plus d'avoir des cours de pilotage, les pilotes, ils ont des cours de sport. C'est-à-dire, ils font des longueurs à la piscine, ils soulèvent des poids, ils doivent faire du sport, ils ont la centrifugeuse aussi à disposition. Mais la chose que moi j'ai notée, c'est qu'ils apprennent aussi à utiliser des armes à feu. Dans ce chapitre-là, FM, elle explique justement qu'en fait les rebelles, ils ont asservi le bas peuple. Ils les ont matrixés, en fait, ils les ont mis dans une matrice. Ils leur ont dit, faut être comme ci, il faut être comme ça, faut faire ci, il faut faire ça, il faut se battre contre les crêles jusqu'à ce que la mort nous emmène. Et du coup, elle explique en gros que c'est pas la faute de Spencer si elle est emplie d'agressivité, mais que c'est le système dans lequel elle a évolué qui l'a forcée à devenir comme ça. Et donc du coup, ça fait me dire, il risque d'y avoir un accrochage entre les contestataires, donc j'ai enfin le nom de ce groupe d'individus qui s'opposent au gouvernement actuel, et face au gouvernement d'Ironson de la FDR. Il y a vraiment une question, en fait, c'est pas le point, c'est pas il faut affronter les Krell, le point de problème, c'est en fait comment est-ce qu'on éduque le peuple à affronter les Krell. C'est ça le vrai point. C'est-à-dire que en gros, ils ont idéalisé le rôle de pilote, histoire de le rendre populaire, pour que plus de personnes souhaitent devenir pilote, pour en fait avoir de la chair à canon. Et c'est un peu une allégorie de ce qui se passe dans la vraie vie, que ce soit au niveau des armées ou au niveau
ou à n'importe quel autre niveau, on nous vend toujours des postes de première ligne comme étant des postes de nécessité et d'honneur. Et en plus, c'est vrai, c'est des postes dont on a besoin. On a besoin d'avoir des policiers, on a besoin d'avoir des soldats, on a besoin d'avoir des agents pénitentiaires. Mais c'est plutôt le discours qui est partagé, qui est donné pour justifier le recrutement, sur lequel on peut noter une ambiguïté. Et donc du coup, cette allégorie que fait le livre Skyward du système est encore plus profonde, justement avec ses contestataires et l'abondance, je crois que ça s'appelle, qui maligne, qui est en gros, l'abondance c'est le côté religieux, les contestataires c'est la gauche, et le pouvoir actuel c'est la droite. Et donc du coup, j'avoue que ce chapitre, en fait, il est à la fois détente, dans le sens où on voit un peu les personnages être un peu plus vulnérables, en réalité, à ce qui se passe sur le champ de bataille, et aux enjeux qu'il y a derrière, qui sont pas seulement de repousser les crêles, mais qui sont aussi, en fait, de ne pas asservir le reste de la population dans une quête de guerre dont on a oublié l'origine. Voilà, donc du coup, moi ce chapitre, je l'ai beaucoup aimé, parce que justement, il détend l'esprit et je suis content pour le personnage de Spencer qui a un repos bien mérité en réalité. Je veux dire, Spencer, elle profite enfin de quelque chose qu'on aurait dû lui donner dès le début. Et à ce niveau-là, moi, je me sens un peu connecté au personnage de Spencer. Le côté, il a réussi les tests, mais il n'a pas la récompense. Je connais très bien ça, hein. Ça m'est arrivé quand j'avais 8 ans, hein. J'ai réussi les tests surdoués et j'ai pas pu aller en école surdouée parce que ma famille elle avait des dettes. J'en ai déjà parlé dans des vidéos. Et donc du coup je me suis un peu reconnu un peu dans Spencer, ce côté paria. Et aussi au bout d'un moment dans le chapitre, elle dit que justement, elle, pendant qu'elle dort dans la caverne et qu'elle est avec Embot, qu'elle est avec Krieg, déjà, elle précise dans ce chapitre qu'elle ne sait pas si elle va pouvoir assumer ce rythme encore longtemps. Et en plus de ça, elle se dit, bah, c'est justement ce qu'elle craignait, c'est que en attendant, elle est mise à l'écart de ces liens que se créent ces individus. Ensuite, il y a une petite référence à Ned, où justement on parlait du fait que Ned il perdait toujours face à FM ou à Woodloop, je sais pas laquelle des deux, au jeu de la balle contre le mur. Donc encore un truc qu'on pourrait développer. Ça me rappelle qu'il y avait un sport qui avait été mentionné il y a des chapitres en arrière. Le sport de la ligue chez première de je sais pas quoi, une sorte de basket, j'en sais rien, ils nous en ont pas dit plus, ils nous ont juste donné le nom, mais ils nous ont pas expliqué c'était quoi le sport. Et donc du coup, ce dont je voulais rebondir en fait dans ce chapitre, la chose que j'ai trouvé plus important, et c'est pour ça que j'ai un peu appuyé dessus, c'est qu'ils apprennent à utiliser des armes à feu. Alors, bon, pour des soldats, c'est normal, j'imagine, d'apprendre à manier les armes à feu. C'est pas un truc de ouf. Mais en réalité, ça me fait poser des questions sur, mais dans quel objectif est-ce que les pilotes auraient-ils besoin d'apprendre à utiliser des armes à feu? Pourquoi il n'y aurait pas un groupe spécialisé dans le combat au sol qui serait... En fait, j'ai quand même l'impression qu'Ironside, elle prépare une sorte de coup d'État, même si elle est déjà plus ou moins au pouvoir. En fait, l'alarme que sont en train de sonner les contestataires, elle risque de se passer parce que les pilotes, les seules personnes contre qui, dans leur scénario, ils peuvent utiliser les armes, c'est contre d'autres citoyens de la planète détritus. Les crêles, on les a jamais vus en dehors des vaisseaux. Les crêles qu'on a repérées, c'est juste des armures vides. On ne sait pas comment est-ce qu'elles font pour se mouvoir. On pense que c'est des machines dotées de pensée. Ils peuvent lire dans les pensées. Et donc, du coup, pour quelle raison est-ce qu'on aurait besoin que nos pilotes ils apprennent à utiliser des armes à feu si on n'a jamais eu besoin d'affronter les crêles avec des armes à feu? Et donc, du coup, ce serait pour asservir la population si jamais la population se rebelle. Et du coup, les pilotes rempliraient le rôle de milice de la FDR. Et du coup, tout cet endoctrinage dont fait part FM, c'est là où il prend tout son danger, c'est qu'au final, c'est est-ce qu'on va pas asservir le reste des citoyens pour alimenter la guerre contre les Krell, alors que peut-être, et on ne le sait pas, des négociations seraient possibles avec les Krell si Ironside acceptait de négocier avec eux. Voilà, quel autre point j'ai noté? J'ai aussi noté que FM, elle explique dans ce chapitre que être rebelle, elle est née rebelle. Elle est née sur la planète des détritus, protégée par la FDR, donc elle est née rebelle. Mais elle précise qu'être rebelle, c'est un état d'esprit. Être rebelle, c'est vouloir le combat et vouloir la force. Et elle explique qu'elle peut se détacher du titre de rebelle de par le choix de ses actions. Elle explique justement qu'elle a voulu devenir une pilote célèbre pour changer les choses de l'intérieur. Et donc Kimalin et Spencer lui disent que c'est lucide comme choix, hein, que c'est quelque chose de très logique. Et donc du coup, voilà. Ensuite, ça c'est dit, et ça c'est dit. Voilà, j'ai fait le tour de tous les points que j'avais à dire sur ce chapitre.
J'avoue que là, je suis assez content, pour être honnête, j'ai lu 4 chapitres, je crois. Et du coup, je suis assez motivé pour lire le chapitre 29, mais ce sera le dernier chapitre que je lirai, parce qu'après, j'ai plus le temps, il faudra que je pense à faire le montage, tout ça, donc du coup, là, je suis déjà à 46 minutes, 47 minutes de rush. Et donc du coup, let's go, c'est parti pour la lecture du chapitre 29. On verra, je commençais à me demander si on n'était pas bientôt à la fin de la deuxième partie et qu'il n'y aurait pas une troisième partie qui servirait d'épilogue au tome. Et donc du coup, sur ce, allez, let's go, c'est parti pour la lecture du chapitre 29 et on se retrouve tout de suite derrière pour vous en faire la review. Oups, j'ai oublié de développer parce que c'est le titre Peur et courage. Dans ce chapitre, voilà, Spencer, elle avoue ses peurs. Et je trouve que c'est un peu noble de sa part déjà parce que en fait, elle se sent pas comprise parce que c'est pas des personnes qui ont grandi avec elle, donc qui peuvent pas comprendre pourquoi est-ce qu'elle accorde autant d'importance au fait d'être courageuse et d'être une guerrière aguerrie. Mais là où ce que je note, c'est que ça fait un peu la balance avec l'adolescence. Vous savez, l'adolescence, c'est une période de la vie où il y a beaucoup de changements, que ce soit au niveau hormonal ou que ce soit au niveau social et culturel. Je veux dire, on sort de l'enfance et on fait face à la vie des adultes. Et cette peur que ressent Spencer, en réalité, elle est rationnelle. C'est pas une peur irrationnelle, c'est normal d'avoir peur. Et en fait, le courage, c'est pas ne pas avoir de peur. Le courage, c'est faire face à ses peurs. Et d'ailleurs, dans ce chapitre-là, les autres membres de l'escadrille de Spencer expliquent que Spencer est la meilleure pilote de l'escadrille et qu'il y a des grandes attentes et qu'elles sont impressionnées par son talent. Voilà, c'est tout. C'est le parallèle que je voulais faire. Je crois même que je l'ai dit deux fois pour être honnête, mais je voulais juste être sûr de bien dire que moi j'y vois un parallèle avec justement le fait d'affronter la vie, tout simplement. Le fait de faire face aux épreuves de la vie avec bravoure et avec la tête haute. Et justement, je devrais peut-être me servir de cet exemple, de ce passage comme un peu un exemple, parce qu'il faudrait que je sois capable de faire un peu plus preuve de bravoure concernant ce que je traverse. Que ce soit difficile ou que ce soit facile, il faut garder la tête haute quoi qu'il arrive et toujours donner son maximum et le meilleur de soi-même et toute sa bonté pour atteindre ses objectifs. Voilà, allez, c'est parti pour la lecture du chapitre 29, à tout de suite. Ok, chapitre 29 lu, donc dernier chapitre de cette review, assez content d'avoir lu tout ça. Pour être honnête, je suis assez fier de moi, je vais pas vous mentir. Au début, le matin en me réveillant, enfin bref, je vais pas raconter ma vie, on s'en fout, on est là pour parler de l'œuvre. Donc du coup, dans ce chapitre, Spencer se réveille à son étonnement premier. Elle n'est pas dans son vaisseau, elle est dans le dortoir avec les autres filles. Elle se réveille discrètement, elle regarde l'heure, elle voit que c'est 2 heures avant le début des cours. Donc elle se lève plus tôt, elle décide d'aller se laver, elle se balade un peu dans le château. Et, elle est un peu en train Ah, j'ai pas noté ça, excusez-moi. Passons, on va se concentrer sur ce que j'ai noté. Donc, elle se balade et elle se rend à la salle de classe un peu plus tôt. Et là, elle voit des lumières. Donc, elle se dit qu'est-ce qui se passe. Elle regarde et elle voit Jorgen, le chef d'escadrille de son escadrille, faire une simulation lors de la bataille où Bim et Marée Haute sont morts. Donc du coup, il revit la scène en essayant de trouver un moyen de voir comment est-ce qu'il aurait pu faire pour les sauver. Et au bout de 3 essais, il se rend compte que bah ils pouvaient pas faire grand-chose en réalité, et que leur destin était plus ou moins déjà scellé. En fait, ce qui a vraiment scellé leur destin, c'est pas le fait que Jürgen ait mal géré son équipe, c'est plutôt le fait que son équipe ait été envoyée trop tôt au combat, comme le disait Cobb lors de l'interlude. Et donc du coup, Spencer se rend compte que Jürgen est très impacté par la mort de Bim et de Marée Haute et qui veut tout faire pour éviter de perdre d'autres de ses compagnons. Donc il est très investi dans son rôle de chef et je trouve ça assez noble de sa part et assez honorable, surtout qu'il a été mis à cette position de par le fait que sa famille pilotait déjà des vaisseaux. Ensuite, Spencer du coup s'éloigne, elle échange un peu avec M-Bot. Alors M-Bot, il se rappelle son sous-programme d'indignation qu'il avait déclenché, donc il le balance à la gueule de Spencer. Et ensuite, il discute un peu avec Spencer, puis il dit ouais, c'est vrai, je pourrais être un Krell en vrai. Donc elle est un peu choquée. Elle est en mode ah ouais, ah bon? Il dit bah ouais, mais en réalité, je pense pas que je suis un Krell, parce que j'ai étudié les schémas de combat des Krell, c'est plutôt un comportement individuel qu'ils ont. Et donc du coup, les Krell seraient dotés d'une conscience. Ils réfléchiraient pas comme des machines qui suivraient un programme bête et méchant. Donc qu'est-ce que c'est exactement? Comment est-ce que les Krell fonctionnent? Mystère, mystère, mystère. De l'autre côté, pendant son errance dans les couloirs, il y a deux soldats qui viennent la chercher, donc ils disent Nightshade, hein, son nom de famille. Donc Spencer est convoqué dans le bureau d'Ironside. Alors du coup, Ironside a appris qu'elle n'avait pas quitté, qu'elle avait pas quitté
c'est comment ça s'appelle en fait, l'école de pilotage, qu'elle n'avait pas quitté l'école de pilotage et qu'elle était restée dans l'infrastructure de la FDR. Et donc du coup, Ironside, elle lui met un coup de pression, genre en mode ouais, tu penses pas que ça suffit un peu tous ces jeux, tu ferais mieux d'arrêter maintenant et garder ton insigne de cadet, ça pourrait t'aider dans la vie dans les cavernes, avoir une belle place et une vie lucrative. Ce serait mieux pour tout le monde, tu vas finir par faire mourir des gens avec ta lâcheté. Donc du coup, Ironside, elle est très imprégnée de sa version de l'histoire. Alors du coup, est-ce qu'il y aurait pas eu des divergences entre le père de Spencer et Ironside sur quel choix stratégique il fallait faire lors de la bataille où comment ça s'appelle, où le père de Spencer est mort. Et donc, du coup, là, à cet instant-là, Spencer a une sorte d'illumination, elle se rend compte, elle est là en mode, mais pourquoi est-ce qu'elle fait tout ce jeu de pression? Pourquoi est-ce qu'elle me vire pas tout simplement? Là, en plus, j'ai enfreint les règles. Et ben, elle se rend compte qu'en réalité, ça pourrait servir sa version de l'histoire, se dire que elle pourrait se dire, bah, du coup, elle a menti sur mon père, elle m'a rendu la vie impossible, elle m'a empêché de devenir pilote en m'interdisant de manger, en m'interdisant d'avoir accès au sport, en m'interdisant de dormir sous le toit de la FDR. Et donc, du coup, elle m'a pas facilité la tâche. Elle a fait de l'acharnement sur moi, et ça, c'est la preuve qu'elle a des choses à se reprocher. Donc elle se rend compte qu'en réalité, Ironside, elle n'a pas vraiment le pouvoir et l'ascendant sur la situation pour tout simplement la renvoyer. Il doit y avoir d'autres personnes, peut-être que le père de Spencer a des alliés parmi la FDR, peut-être pas au même niveau qu'Ironside, mais peut-être à des échelles un peu plus basses, des gens qui connaissent la véritable histoire sur la mort du père de Spencer et et qui peuvent rendre la vie difficile à Ironside. Et donc, du coup, voilà, le chapitre se termine avec Spencer qui a un nouveau souffle, un nouvel élan. Elle se dit, ouais, bah, du coup, je vais tout faire pour rester à l'école de pilotage, devenir une pilote et révéler la véritable histoire sur ce qui est arrivé à mon père. Et ça se termine, cette partie-là se termine sur ça, comme si ça avait été prévu par les forces du destin. Pour que je termine cette review sur la fin de la troisième partie. J'avais oublié qu'on était déjà à la troisième partie. Donc la prochaine fois, on entamera la quatrième partie. Donc pour être honnête, je sais pas trop vers où va aller l'histoire, pour être honnête. J'ai pas trop d'idées. Je me demande juste s'il va pas y avoir une bataille finale dans l'espace pour essayer de repousser définitivement les Krell. Et donc du coup voilà, donc je me pose des questions, est-ce que Spencer elle va vraiment réussir à rester dans l'école de pilotage, ou est-ce qu'elle va se faire virer? Est-ce qu'elle va pas réunir une équipe de gens recalés par la FDR pour justement avec les contestataires? Je sais pas. Il y a pas mal de points dans l'histoire qui sont abordés. Il y a le groupe de Kimalin, ceux qui croient en la sainte je sais pas trop quoi. Il y a les contestataires, il y a les dignitaires, c'est-à-dire les premiers citoyens. Il y a, il y a le bas peuple, c'est-à-dire ceux qui sont dans les cavernes. Il y a pas mal de groupuscules en fait qui commencent à se créer, à se dessiner. Ce serait peut-être possible qu'il y ait une sorte de querelle intérieure qui déchire un peu la FDR et qui va perturber le pouvoir de Ironside. Reste à voir ce que Brandon Sanderson veut nous raconter. Donc voilà, pour être honnête, j'ai pas noté plus de points. J'ai pas plus de choses à dire concernant ces chapitres, à part que voilà, j'ai kiffé les lire. Et je ne l'ai pas dit dans cette vidéo, mais je trouve vraiment que, que ce livre, que cette série de livres mérite d'être adaptée en série. Je trouve juste que c'est bien écrit, il y a une belle allégorie, il y a il y a du mystère, il y a des révélations, enfin il y a tous les éléments qui font une bonne série de science-fiction. Donc à voir si peut-être plus tard dans le futur, quand la saga sera terminée, il n'y a pas un producteur qui va acheter les droits pour en faire des films. Moi je l'espère, pour être honnête, qu'il y aura au moins une tentative d'adaptation, parce que ça vaut vraiment le coup, mais après en même temps ce serait difficile. À la fin du chapitre 29, on avait un petit dessin, donc je vais vous le montrer à la caméra. On a un petit dessin sur le comportement le comportement des vaisseaux. Je sais pas si là vous arrivez à lire. Voilà, c'est tout. Ça explique des schémas de vaisseaux. Donc les vaisseaux sont à peu près comme je les imaginais, une sorte de grosse bulle entourée d'un système métallique avec des propulseurs. On voit que les luminances, elles ont un certain angle de possibilité pour être tirées. Donc du coup, voilà, à noter, donc du coup, beaucoup de personnages intéressants, pour être honnête, là, qui se développent. J'aime bien le côté Hula Hoop, j'ai pas précisé lors du chapitre précédent, mais Hula Hoop qui est là en mode, ouais, ma mère, elle m'a parlé de ton père comme quoi c'était un lâche et que je devais pas devenir comme lui. Elles se font la promesse, en se checkant du point, de rester courageuse et honorable, quoi qu'il arrive. Et donc du coup, voilà, je commence à m'attacher à ces petites escadrilles vers les étoiles, et je commence à demander ce qui va leur arriver. Et franchement, je sens qu'il va y avoir des morts. C'est sûr et certain qu'il va y avoir des morts.
L'auteur, il nous a teasé dès le début, ils peuvent mourir. Mais reste à voir comment est-ce que ça va se passer et quels enjeux vont naître en fait de ce conflit entre les contestataires et la FDR et le rôle des Krell dans toute cette histoire. Qu'est-ce que sont les Krell exactement? Mbot explique que du coup, c'est peut-être des drones, c'est-à-dire comme nous on a, hein, c'est-à-dire un mec il est à 15 km du champ de bataille, il a un poste de commande qui lui permet de piloter un drone et de tirer des missiles. Donc du coup, voilà. Donc j'avoue que moi j'aime beaucoup ce livre. J'aime beaucoup ce livre. Je suis vraiment bien content d'avoir regardé sur Kobo des extraits de livres quand je suis revenu en France et et d'être tombé sur le tome 3. Alors en gros, j'ai à peu près déjà quelques idées j'ai un peu oublié ce qui se passait dans le tome 3. Je me souviens juste d'une chose qui m'a fait aimer ce livre. En fait, ce livre, il me rappelle il me rappelle un peu ma pathologie. Il me rappelle un peu ma psychose dans le sens où ce qui arrive aux personnages, c'est des choses qui me sont à peu près arrivées à moi aussi. D'un coup, je me suis mis à entendre des voix. Spencer, d'un coup, elle se met à entendre des voix. Elle a des visuels, j'ai des visuels. Donc, du coup, je me sens proche du personnage en réalité dans ce qu'elle traverse au niveau psychique. Et donc, du coup, reste à voir ce que l'auteur va en faire. Pourquoi les Krell veulent éradiquer l'humanité. euh, Qu'est-ce qui se passait avant? Quelle est l'origine du conflit? Qu'est-ce que sont vraiment les Krell? Qu'est-il vraiment arrivé au père de Spencer? Et voilà, beaucoup de questions qui seront probablement, dont les réponses nous seront probablement données au fil des aventures de Spencer. Et donc sur ce, on va s'arrêter là pour cette review. C'était assez cool de vous faire cet après-midi lecture, de vous lire ces 5 chapitres, je crois que j'ai lu. J'ai commencé au 25, 29, 25, 26, 27, 28, 29, ouais, 5 chapitres. Je me suis motivé, c'était cool, ça m'a fait du bien pour être honnête. J'avais besoin de me détendre les neurones, j'avais besoin d'autre chose que One Piece. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que je pense que vous avez apprécié la vidéo. Donc les gars, lâchez le like s'il vous plaît. Abonnez-vous si c'est avec cette vidéo-là que vous avez découvert ma chaîne. Donc voilà, pour être honnête, voilà, maintenant que j'ai fait ma review, que tout est terminé, je peux me lâcher. En réalité, je me suis réveillé à 2 heures du matin. Parce que hier, j'ai beaucoup dormi. De cette semaine-là, j'ai beaucoup dormi. J'ai même une journée, j'ai dormi jusqu'à 19 heures. J'ai dormi la veille à 22 heures jusqu'au lendemain 18h30. Et du coup, je me suis senti un peu nul de pas faire de contenu, de pas faire de live. J'essaye un peu plus de me booster, de me motiver, d'apporter de la rigueur à mon travail. Et du coup, voilà, là, en plus de là, maintenant, j'essaye de lancer un peu un délire avec une sorte de scénario avant et à la fin de la vidéo. J'essaie de voir un peu vers où ça mène tout ça. Et j'avoue que je commence à apprécier de faire des vidéos un peu plus qu'avant. Surtout que voilà, l'œuvre que j'ai choisie m'a fait beaucoup de bien. Elle me parle. Franchement, si vous avez pas lu le livre et que vous regardez juste la vidéo parce que vous avez envie de regarder une vidéo, lisez, franchement, ça vaut vraiment le coup. C'est bien écrit, c'est fluide, les scènes d'action sont compréhensibles. Et du coup, j'avoue que voilà, c'est une bonne découverte. Et voilà, quoi dire de plus à part que je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et passez une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, une bonne fin d'après-midi. Je me répète, mais c'est pas grave. Et sur ce, je vous dis à plus pour plus de vidéos. Prenez soin de vous. Tchuss! Ça, c'était de la review. À ton avis, qu'est-ce que le signal a essayé de te dire? Premièrement, que l'écart de technologie entre la Terre et les aliens de Kingdom est énorme, et que pour le moment, les humains sont bloqués sur Terre. Pourquoi Kingdom en particulier? J'ai l'impression que l'armée des Krell s'inspire de l'armée de Kingdom. Les Krells sont peut-être une ancienne menace à laquelle la galaxie Est a dû faire face. En tout cas, j'ai bien l'impression que cette œuvre peut initier la Terre au signal. Je pense aussi. Dans l'histoire de Skyward, Détritus fait face à une invasion de phase 2 technologique. Mais n'oublie pas, dans le signal, il y a aussi des menaces mystiques. C'est vrai, j'avais oublié. Eh ouais, on n'est pas juste des aliens, on est aussi des démons, ou des djinns, ou des esprits. Quand tu rejoindras le Conseil des Immortels, il te faudra aussi des notions sur le fonctionnement du monde mystique. Si ça arrive un jour. Oh, mais ça arrivera, crois-moi, ça arrivera. Haha, hâte de voir ça.